Bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes assez nombreux à être à cette session d'e-top. Comment interfacer e-top avec d'autres outils? Cette requête est très fréquente en ce moment et c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas utiliser un seul outil pour répondre à tous vos besoins. Il faut un ensemble d'outils pour répondre à tous vos besoins. Et donc le but, c'est d'intercorréler tous ces outils le plus intelligemment possible pour que ça puisse répondre à vos besoins. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un agenda spécifique pour cet interfaçage d'e-top avec d'autres applications. En introduction, d'habitude, nous vous parlons soit de Combodo, la société, soit du produit e-top. Nous vous parlons beaucoup plus rarement des services que la société Combodo peut vous fournir vis-à-vis du produit e-top. Ce sera chose faite avec Fabrice Célie, directeur des services chez Combodo. Ensuite, nous enchaînerons avec un témoignage client, le client CIB. Et donc Anne-Gaëlle Le Guen et Émilie Cuvillon, avec qui j'ai eu le bonheur et le privilège de travailler, vont vous présenter la manière dont elles ont intégré, utilisé e-top dans leur contexte et surtout comment elles ont interfacé e-top avec l'outil de release management Jira. Suite à ça, on va rebondir et on va rentrer dans les détails. Donc Erwan va vous expliquer en détail, enfin un peu globalement quand même, l'API Case Exchange qui a été utilisée justement dans l'intégration e-top Jira pour le CIB. Derrière, Guillaume, lui, vous expliquera comment utiliser les webhooks dans e-top. Et pour imager tout ce qu'il va vous expliquer, il va utiliser des exemples d'échanges entre e-top et d'autres outils. Pour un cas d'école spécifique, il sera accompagné de Sébastien Romanet de la société Enaline. La société Enaline est éditrice du logiciel open source de release management qui s'appelle Tulip. Enfin, comme d'habitude, nous continuerons sur les questions-réponses. Les trois modérateurs du jour sont Romain Quétiez, Christophe No et Vincent Dumas. Donc, tout le long des présentations, n'hésitez pas à poser vos questions. Ils sont là, ils prennent vos questions et derrière, elles seront consolidées et Christophe va venir nous poser toutes les questions. Durant cette session de questions-réponses, Émilie et Anne-Gaëlle seront présentes par vidéo. Elles sont à Rennes et avec le contexte actuel sanitaire, elles n'ont pas pu venir nous rejoindre. Mais elles seront là, elles seront présentes par vidéo. Quant à Sébastien, il nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui, donc il sera en ligne avec vous pour répondre à toutes ces questions. Eh bien écoutez, nous commençons. Je donne la main à Fabrice Célie. Merci Axel. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai le privilège de vous montrer notre catalogue de services et à travers ce catalogue de services, de vous montrer l'implication de tous les salariés Combodo à destination de nos clients lorsqu'ils délivrent ces services. Alors sans plus tarder, parce que le programme est chargé, premier service que j'ai à vous proposer dans ce catalogue, c'est finalement le roi de nos services. Pourquoi je dis le roi de nos services? Parce que c'est un bouquet de services qui contient de l'assistance, c'est la souscription. La souscription, c'est un service qui est délivré par l'équipe d'assistance et qui contient donc plusieurs services. Le premier service qu'elle contient, c'est la maintenance. On fournira une maintenance plus ou moins illimitée des packages logiciels e-top. Le deuxième service que contient le bouquet de services souscription, c'est une assistance à la montée de version. On aura pour chaque client un volet d'heures annuelles dans lequel vous pourrez puiser pour qu'on vous accompagne lors de vos migrations e-top. En plus de ces deux services, vous aurez la possibilité de faire des personnalisations simples à l'aide d'un outil qui s'appelle l'ITSM Designer et vous pourrez comme ça rajouter par exemple des attributs sur des classes d'objets ou bien rajouter des états sur les cycles de vie de certains objets de manière complètement autonome. Quatrième service de ce bouquet, ça va être l'appel à une équipe d'experts, les experts de l'assistance. J'ai nommé donc Sophie, Marie, Stéphane, Lotfi, Nicolas et moi-même. Et avec eux, vous pourrez pousser les personnalisations de manière un peu plus complexe. Vous pourrez par exemple demander le développement de méthodes, rajouter des cycles de vie sur des objets, créer des nouvelles classes de ticketing ou bien
créer from scratch de nouveaux portails. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à cette équipe d'experts d'assistance. Ils seront là pour vous aider dans vos personnalisations complexes. Pour les clients communautaires qui voudraient avoir la possibilité de commander une souscription de service, nous proposons un service qui est l'intégration des clients communautaires. On fera un audit de votre existant, de vos personnalisations et on pourra réintégrer tout cela pour vous donner la possibilité d'avoir accès à la souscription. La deuxième série de services que je vais vous proposer, ce sont les services consulting. Alors les services consulting, ils sont délivrés par une équipe de consultants, Marie-Annette, Axel, Christophe, Dimitri et moi-même. On peut diviser les services consulting en 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est les services à l'attention des clients qui veulent faire des projets mais qui ont encore quelques hésitations. Donc pour ces clients-là, on propose dans un premier temps une mission d'étude. Donc c'est un service qui permet, avec l'aide de nos consultants, de réaliser des spécifications et de bien cadrer votre besoin en fonction de vos organisations. Généralement, un projet qui se déroule après une mission d'étude, c'est un projet qui se déroule très très bien. Pour les clients qui aimeraient un peu de réassurance, par contre, eux, on leur propose un POC, un pack maquette, pour pouvoir lever les derniers risques, les dernières craintes sur la base d'un périmètre projet partiel, mais qui permettra de démarrer également avec une réassurance complète et avec toute la confiance qu'il faut pour aborder ces projets. La deuxième série de services, ce sont les services plutôt orientés projet, bien évidemment. Pour ça, donc, nous avons nos consultants qui vont pouvoir vous accompagner sur des projets de plusieurs jours jusqu'à plusieurs semaines. On commencera bien entendu par des spécifications détaillées jusqu'à l'accompagnement sur les mises en production. Les deuxièmes types de projets qu'on pourra faire autour d'ITOP, ce sont les projets d'interconnexion. On en parlera beaucoup lors des témoignages clients qui suivront. Ce sont 2 types de projets. Donc, ce sont les projets de type collecteur. Donc là, on va collecter des données dans une application tierce pour enseigner la base de données ITOP. Ou bien on va interconnecter ITOP, faire communiquer un ticket ITOP avec un ticket d'un autre outil de ticketing comme ServiceNow, comme Jira, ou bien un autre ITOP. Pour ces projets-là, bien sûr, il y a un prérequis côté client, c'est qu'il faudra toujours que vous ayez des experts de vos applications tierces, aussi bien pour collecter des données que pour faire communiquer ITOP. Et bien pour nous, c'est la même chose. Sur ces projets-là, souvent, nous faisons appel à nos experts R&D, nos développeurs. Et c'est là qu'interviennent Anne-Catherine, Pierre, Guillaume, Stéphane, Romain ou Eric. Troisième typologie de services concernant le consulting, ce sont les services pour les clients qui ont déjà un ITOP, mais qui ont une problématique. Ils aimeraient améliorer un processus, ils aimeraient faire évoluer leur CMDB. Et bien pour répondre à cette problématique donnée, faites appel à nos consultants sur la base d'une mission de conseil ou d'expertise. Ils sauront vous accompagner et répondre à cette problématique. On peut aussi étendre ces services sur des extensions un peu plus complexes comme PMP ou TeamIP. Prochain lot de services, ce sont les services de type formation. Donc là, au niveau des formations, nous avons 5 formations dans notre catalogue de formations. Les 3 premières, ce sont d'une part la formation ITSM. Donc la formation ITSM, ça va être les fondamentaux d'ITOP et puis comment mettre en place les services informatiques comme la gestion les processus de services informatiques, comme la gestion des demandes, des changements, des incidents ou des problèmes. Vous allez aussi découvrir des fonctionnalités autour de la mise en place de ces processus. La formation CMDB, ça va être la découverte des fondamentaux, mais c'est aussi la découverte de la CMDB standard d'ITOP et la possibilité de la faire évoluer avec la découverte également de la synchronisation et du moteur de synchronisation qui est dans ITOP et qui permet de collecter des données, d'en supprimer et d'en modifier. Troisième formation, c'est la formation personnalisation. Vous allez pouvoir apprendre à être autonome dans les personnalisations un peu plus complexes, notamment à l'aide de l'ITSM Designer. Ces 3 formations, ce sont des formations qui sont planifiées, qui sont régulièrement programmées sur l'année, qui sont affichées sur notre site web, qu'on fait généralement en présentiel et qui
par les circonstances actuelles, peuvent être découpées en plusieurs formations distancielles. Il y a deux autres formations à notre catalogue de formations. Ce sont la formation développeur et la formation portail. La formation portail donc se déroule sur 2 jours avec une première journée plus à l'intention des utilisateurs administrateurs du portail pour rajouter quelques briques, faire évoluer les fonctionnalités du portail. La deuxième journée s'adresse vraiment aux développeurs. La formation développeur va permettre aux personnes qui aimeraient développer, enrichir eTop, voire créer des plugins, de connaître toutes les fonctionnalités et tout ce qu'il faut faire pour mettre en œuvre ceci. Ces formations sont sur demande, elles ne sont pas régulièrement programmées. Les 3 premières formations sont animées par Erwan, Alexandre et Vincent. La formation portail est généralement animée par Guillaume et la formation développeur par Denis. Maintenant, un petit peu de teasing pour 2021. Là, je vous ai présenté notre catalogue de services à fin 2020. De nouveaux services vont arriver en 2021. Il y a une équipe de 5 personnes qui travaillent d'arrache-pied pour vous les proposer. Ces services, ce sont les services autour de notre nouveau logiciel eTop SaaS. Mais je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Il y aura certainement beaucoup de webinaires autour de ces sujets l'année prochaine. Ces 5 personnes sont Benjamin, Alexia, Bruno, Olivier et Denis. Voilà, j'ai fait le tour de notre catalogue 2020, j'ai fait le tour de notre futur catalogue 2021. Maintenant, si vous avez des questions, des demandes, des besoins de documentation, n'hésitez surtout pas à contacter le service vente avec Armel, Nassim, Alain et Lucas. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation des services Combodo. Maintenant, je vais passer la main dans quelques instants à donc 2 utilisatrices, Émilie Cuvillon et Anne-Gaëlle Le Guen, qui travaillent pour le CIB, Santé Informatique Bretagne. Donc, le CIB a commandé un projet il y a 2 ans, en 2018. Ce projet a commencé par une mission d'étude qui a permis d'élaborer des spécifications en réponse à des nouvelles problématiques d'organisation pour eux. Elles ont ensuite commandé un projet qui s'est réalisé sur 3 phases avec comme point d'orgue un satellite entre Jira et eTop. Sur ce projet, côté Combodo, donc Axel, Guillaume et Eric ont contribué à mener ce projet à bien. Et donc côté CIB, Émilie et Anne-Gaëlle, à qui maintenant je vais laisser la parole. Bonjour à tous, donc je me présente, Émilie Cuvillon, je suis responsable du centre de service aux clients au CIB et je vais vous présenter donc le retour d'expérience de notre implémentation d'eTop avec Anne-Gaëlle Le Guen. Bonjour, donc moi je suis consultante au système d'information du CIB et j'ai géré ce projet en partenariat avec Émilie. Alors, je vais d'abord vous présenter donc la structure, donc le CIB SIB, anciennement Santé Informatique de Bretagne, est localisé dans 2 agences, une à Rennes et une à Lille. Un peu d'historique, effectivement, on existe, ce groupe d'intérêt public qui était anciennement syndicat interhospitalier, existe depuis 45 ans. Et comporte donc 300 salariés pour 500 adhérents et clients. Qui sont nos adhérents et nos clients? Donc, on a toute une partie plutôt santé, donc avec des clients cliniques, établissements de santé, des centres hospitaliers, des EHPAD. Et on a ouvert depuis quelques années tout un pan hors santé, donc avec un certain nombre de collectivités, comme vous pouvez le voir dans le slide. Quels sont nos métiers? Donc, l'idée, c'est d'accompagner et de participer à la transformation numérique de nos adhérents. Donc, on va à la fois faire de l'édition logicielle, de l'intégration, proposer des services d'hébergement avec des services managés et aussi de la formation. Donc, sur un certain nombre de domaines métiers, donc on va à la fois du dossier patient informatisé, toute la partie circuit du médicament, on va avoir de la télémédecine, la gestion administrative du malade, mais aussi la gestion économique et financière, gestion des ressources humaines,
de l'hébergement, on l'a déjà dit, et beaucoup de services tiers. Donc l'offre du CIB est très riche. Le contexte maintenant, donc il y a donc plus d'1 an, nous avons cherché à rassembler donc 3 outils de support qu'on avait au CIB. Donc on avait à la fois un e-top, donc déjà par Combodo, enfin suivi par Combodo pour le support à Lille. On avait donc un outil de support client IWS pour Rennes et un outil de support interne GLPI. Donc l'idée était bien d'uniformiser les pratiques, d'offrir un outil plus agile en couplant la CMDB au ticketing, de rassembler le support interne et externe dans un seul et même outil. Effectivement, eTop nous a semblé pouvoir simplifier aussi l'expérience utilisateur sur le portail client et une recherche contextuelle. Donc, l'ancien outil IWS étant controversé, eTop nous permet tout ceci. Alors, en termes de chiffres, rapidement, donc on vous a collecté quelques chiffres sur le support du CIB. Donc, aujourd'hui, dans eTop, on a 430 organisations environ, presque 5800 contacts. Ça, c'était la reprise de données, donc depuis sa vie, donc il y en a encore un peu plus. De nombreuses solutions applicatives, on reviendra dessus tout à l'heure. Quasiment 20 000 lignes de contrat, des habilitations utilisateurs, une spécificité un petit peu aussi du CIB, on vous l'expliquera. Aujourd'hui, il y a 2211 VM qui ont été chargés dans l'outil. Sur 2019, en termes de support externe, on avait environ 40 000 tickets annuels et en projection 2020, on est à 45 000, environ 3 820 par mois. Donc ça reste des volumétries intéressantes. Je passe la main à Anne-Gaëlle. Donc le projet, donc nous effectivement, le contexte, Émilie l'a rappelé, c'était la fusion de 3 outils, mais pas que. Donc on a dû effectivement modéliser nos solutions applicatives et applications. La notion d'habilitation client, on va revenir sur ce que c'est exactement. L'intégration avec Jira faisait partie du projet, la mise en place du catalogue de services et la mise en place d'une CMDB commune aux 2 agences notamment, mais aussi avec la mise en place des collecteurs VSphere, des collecteurs LDAP. Donc c'est un projet qui s'est déroulé de mars 2019 à janvier 2020 avec une MEP qui a eu lieu au début de l'année à la mi-janvier. Et ça correspond à un volume de jours travaillés au CIB de 280 pour une équipe projet d'environ 10 personnes. Les 10, c'était les 10 actifs, mais il y a eu une trentaine de personnes qui a gravité autour de ce projet. Alors, j'enchaîne sur un petit focus sur la partie spécificité du CIB. Donc aujourd'hui, vous avez donc en bleu ciel le standard eTop. Et donc en bleu un peu plus foncé, les spécificités intégrées dans le modèle du CIB. Donc l'idée effectivement a été de rajouter une classe application sur lesquelles portent les équipes de support. Donc en standard, les équipes de support sont portées par l'organisation et effectivement pour les besoins du CIB, nous les avons accrochées à l'application. Ce qu'il faut voir en fait donc dans la modélisation, c'est qu'un client, donc un utilisateur qui a un contact, donc, va avoir des solutions applicatives autorisées. Et donc il va devoir en fait sur une demande, il va avoir l'obligation de saisir une solution applicative pour un service donné. Et tout ceci sera lié au contrat avec des SLA, donc sur des heures ouvrées. Donc voilà la spécificité de notre modèle. Je vais laisser Anne-Gaëlle enchaîner par des détails sur le satellite Jira qu'on a mis en œuvre. Donc, depuis janvier, eTop a envoyé environ 1600 tâches via le satellite, soit environ 7 à 8 tâches par jour. Donc, comme le disait Émilie au début, donc on a une activité d'édition. Et donc, sur un certain nombre de logiciels ou de services, nous avons donc les équipes de développement en interne qui utilisent Jira.
Donc, dans le circuit du cycle de vie entre ces deux outils, on a eTop qui a d'abord un statut de non affecté. Quand il arrive à en cours, donc les équipes N2 de support ont qualifié, ont identifié potentiellement un bug, et c'est là où la tâche va être créée dans Jira en passant le ticket en attente éditeur. Cela va créer une tâche dans Jira sur un ticket ouvert. Dans eTop, le statut va rester bloqué sur cette demande, il va rester en attente éditeur jusqu'à ce que Jira indique que la demande a été résolue, auquel cas il y a un premier niveau d'information qui remonte dans eTop qui indique qu'il y a une réponse éditeur qui a été apportée avec un ensemble d'éléments qu'ils ont indiqués dans Jira qui est remonté dans eTop, mais le statut du ticket ne bouge pas pour l'instant, on reste toujours en attente éditeur. C'est uniquement à la fermeture du ticket, quand la version qui porte la correction va être publiée, qu'il va y avoir libération du ticket dans eTop. Le statut repassera en cours avec juste un flag qui indique que c'est en attente de qualification par le niveau 2 pour être sûr que le ticket est bien corrigé par le livrable de l'édition. Donc après, on retourne sur un circuit classique qui a été mis en place avec une résolution, puis une fermeture. Donc effectivement, on va vous proposer une démo pour vous montrer. Donc là, je suis dans eTop. Donc effectivement, on est sur une instance de test. Donc là, on va le faire rapidement, évidemment. Donc je vais avoir David Raïd. Alors, si je me connecte. David Raïd qui va déclarer un incident du CIB en interne, puisque ça fonctionne aussi. Un incident sur une de ces solutions applicatives. Donc, comme vous l'indiquait Émilie tout à l'heure, les champs obligatoires sont la solution applicative. Donc, ici, elles dépendent, l'ensemble des solutions applicatives pour lesquelles il a le choix dépendent et du contrat du client et des solutions sur lesquelles il a le droit de déclarer un problème. Et puis ensuite, il peut choisir, donc là, dans son contrat, sur cette solution applicative-là, il n'a que la possibilité de déclarer un incident. Et on va dire que c'est un dysfonctionnement sur le produit. Donc là, le ticket est créé. Il va passer dans les mains du centre de service au client qui va le qualifier, et là il se rend compte que ça relève directement du bug de niveau 2, donc il va aller le donner à l'équipe qui est compétente sur le sujet. Donc là, il y a plusieurs équipes compétentes sur cette solution applicative. Donc pour l'exercice, là on va prendre support et analyse, et puis on va directement l'assigner à un agent. L'agent de niveau 2 continue à instruire, fait des allers-retours au besoin avec le client, et puis finit par indiquer que non, c'est un bug, donc on va envoyer la tâche de dev via Jira, via le satellite. Donc il fait envoyer à Jira. Donc on peut avoir plusieurs contrats, on a imaginé qu'il pouvait y avoir plusieurs contrats, donc là on va bien choisir Jira. Voilà, il indique tout ce qu'il a, et puis il fait envoyer à Jira. Donc à partir de là, c'est le satellite qui prend la main. Donc on voit qu'il y a un petit chaînage qui nous indique le statut de l'intégration. Dans les échanges de tickets, on voit aussi ce qui se passe. Donc c'est une tâche asynchrone, donc il lui faut le temps de s'exécuter. Hop. Donc on va attendre un peu. Ce qu'on peut voir en attendant, c'est qu'il y a dans l'administration d'eTop l'accès directement au satellite avec la notion de
les opérations qui sont en cours. Je vérifie que ce n'est pas moi. Donc, on peut voir quand il y a eu une erreur et laquelle c'est. Et donc, celle qui tourne encore. L'ensemble des journaux des événements, les échanges entre les deux satellites. Donc là, on voit que probablement l'action, voilà, on voit que l'action est en arrière-plan. Et puis la description de l'application distance, avec l'ensemble des paramètres nécessaires à l'intégration. Donc si je retourne voir mon ticket, il a dû s'exécuter. Eh ben, je vais le forcer à s'exécuter. Donc là, il a dû créer le ticket dans Jira. Voilà, il a créé le ticket dans Jira. Donc, donc avec le code que lui a retourné Jira, et on va pouvoir aller voir dans Jira ce qui s'est passé. Donc, ce que je vous disais, c'est que mon statut est passé en attente éditeur. Alors. Oh. Je crois que je me suis trompé de mot de passe. Si j'y arrive pas. Bon, ce sont des instances de test, donc elles ne sont pas forcément. Voilà. Donc dans Jira de test, on a la demande qui a été créée avec, on a défini qu'on lui passait qui avait fait la description du ticket client, qui avait fait l'action d'envoyer dans l'outil Jira. Donc, suivant le cycle de vie, donc là, on va indiquer que le ticket, il est résolu côté Jira. Donc, on a un certain nombre d'actions à donner. Donc, le type de résolution, on va dire que c'est corrigé, résolu. Et qu'on va indiquer, par contre, je ne sais plus où, c'est pas grave, que on va indiquer que ce sera mis en place, ce sera corrigé en version 20. Voilà. Alors, il faut que je mette une version, c'est pas grave, je vais mettre n'importe quoi. Donc, la demande est traitée côté Jira. Il va donc y avoir un message qui va remonter côté ITOP. Alors, c'est pareil, on est sur des actions de synchro. Super. Donc, du coup, ici, il va venir s'alimenter, le journal privé va venir s'alimenter des informations qu'il y a dans Jira. Il faut attendre que la synchro se fasse. Donc ça, c'est, on voit qu'effectivement, le retour de Jira tout à l'heure, en lui passant le numéro de la demande Jira. Et ça, c'est le message qui va arriver dans le journal privé ITOP, à savoir réalisé en attente de livraison. Donc, on ne devrait pas tarder. Voilà. Donc, dans le journal privé, Jira a répondu que c'était en attente de livraison. Super, donc notre statut est toujours en attente, éditeur. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va fermer le ticket Jira et qu'on va, on va dire que voilà, ça a été corrigé dans une version qui, alors le 20, j'avais été un peu, mais c'est pas grave, dans la version 19. Donc là, on ferme le ticket, on publie la version a été publiée, le nouveau patch pour cette application a été livré. Et donc, notre ticket côté ITOP va
recevoir cette réponse. Voilà. Alors bon, j'ai rien mis dans les commentaires, donc bon, c'est vide, mais la réponse est éditeur et le statut est donc retourné en cours. Le ticket il est libéré et on va pouvoir lui apporter une réponse à notre client en disant que vous devez installer la version 19.0.1 pour corriger votre problème. Voilà. Voilà l'intégration qu'on en a mis en place avec Jira. Émilie, je te laisse conclure sur le projet. Sinon, je vais passer. Je crois qu'on t'a ton micro de coupé, Émilie. Merci. Pour conclure, on voulait vous présenter les avantages et les limites donc de cette implémentation d'ITOP au CIB. Donc les avantages sont beaucoup plus nombreux, c'est-à-dire qu'on est vraiment satisfait de l'outil dans le sens où il a simplifié notre support en interne et en externe. L'exploitation est simple et agréable, j'ai envie de dire, à faire. Les intégrations possibles sont nombreuses et donc fonctionnent plutôt bien. Donc il y en a une avec Jira. On est en train de voir ce qu'on peut mettre en œuvre après, potentiellement avec d'autres outils. La prise en main en fait des utilisateurs, que ce soit des clients ou en interne, est rapide. Donc le produit est fiable. Donc on est plutôt satisfait. Les quelques limites qu'on a constatées, ça a été beaucoup de clics. Notamment pour les agents de support. Mais on a mis à disposition des boutons un peu. Du coup, on a changé un peu la position de certains boutons pour rendre ça un peu moins vrai. Donc voilà. Et aujourd'hui, dans notre projet, donc la base de connaissances qui existe côté ITOP nécessitait trop de customisation de par notre besoin. Donc on l'a pas utilisé et on utilise un autre outil qu'on va relier en fait à ITOP. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci Émilie et Anne-Gaëlle. Et donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'intégration d'ITOP avec d'autres outils via Webbook ou Case Exchange. Alors, quel va être le périmètre aujourd'hui? Donc tout d'abord, comment interconnecter ITOP avec d'autres outils? Alors, il y a toute la partie bleue. Normalement, la partie bleue, vous connaissez un petit peu. Donc, ITOP est au milieu et il s'interconnecte via des web services avec d'autres outils. La partie bleue, on va dire, c'est un peu la partie entrante. Donc, vous avez soit le REST.php, et c'est souvent les outils de supervision qui vont venir, on va dire, taper là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui arrive sur un outil de supervision. Par REST, il appelle l'opération create et il crée son objet dans ITOP, soit un ticket, soit un objet. Ensuite, vous avez les outils de collecte, c'est-à-dire venir populer ITOP avec toutes les informations de vos outils de polling. Et à ce moment-là, ces outils-là vont venir s'appuyer sur les web services synchro import, synchro exec. Il manque un C. Et enfin, vous avez pour les outils de reporting, là c'est l'inverse, ils vont venir chercher l'information sur ITOP pour venir remplir leurs outils de BI. Et là, ça va plutôt utiliser le export.php du web service d'ITOP. Tout ça, ce sont des web services que normalement vous connaissez, que vous utilisez pour la plupart déjà, pour venir remplir votre ITOP avec de l'info, pour venir remplir vos outils de BI avec de l'information. C'est quelque chose qui est plutôt connu. Donc cette partie en bleu, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la partie en verte, qui est une partie qui s'appuie sur les web services, mais des web services, on va dire, sortants. C'est-à-dire qu'ITOP est là et ITOP va sortir par un web service et va faire une action sortante. Et derrière, il va s'interconnecter avec un outil en sortie, soit par Case Exchange, avec l'API Case Exchange, et par conséquent, il va venir souvent s'interconnecter avec des outils de ticketing en face, tels que Jira, tels que Mantis. Et puis maintenant, vous allez voir, Guillaume va vous parler des intégrations avec le Webbook. Et ça vient s'appuyer aussi sur du reste, mais c'est aussi déclenché par quelque chose et ça va
fournir une action sortante utilisant les web services. Qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement sur ces deux solutions? Eh bien, l'API Case Exchange, ce sont des scripts scénarisés. Vous allez vraiment faire un script, comme un film. Voilà, je suis là, je vais communiquer avec lui. Quand celui-là fait ci, il me retourne quelque chose. Voilà, il y a vraiment des scénarios imbriqués. Le webhook, normalement, c'est plus simple. C'est un appel ponctuel d'une URL. Donc, les deux sont des web services sortants, sont des appels web services sortants. Et le webhook, on va dire, c'est un peu plus normalisé et un peu plus simple. Très souvent, vous allez faire des webhooks pour des applications dédiées. Et comme vous allez le faire pour des applications dédiées, vous allez faire en sorte que ça reste très simple. C'est-à-dire que les mappings des champs vont être très basiques. C'est beaucoup moins complexe, si vous restez basique, que l'API Case Exchange. Et donc maintenant, on va lever le capot de la voiture et puis on va aller voir un peu plus dans le détail. Et pour ça, je vais appeler Erwan Talok qui va venir vous expliquer un peu plus dans le détail pour l'API Case Exchange. Erwan, merci. Merci Axel. Donc effectivement, bonjour à tous. Je vais essayer de vulgariser cette API complexe qui va permettre d'échanger des données entre ITOP et des applications tierces. Alors c'est dans l'autre sens. L'objectif de l'API Case Exchange, c'est vraiment d'essayer de synchroniser ITOP avec des applications principalement de ticketing. C'est de l'échange de données essentiellement basé sur des workflows. Donc j'ai parlé d'EasyVista, de ServiceNow, de Jira. On peut aussi le faire avec des ITOP. Et l'idée, comme l'a dit Axel précédemment, ça va être de définir des scénarios d'échange de ces informations-là. Donc pour faire ces échanges, il faut une interface qui va permettre des échanges bidirectionnels, synchrones ou asynchrones. Vous avez vu juste avant dans la démonstration du CIB que les échanges étaient asynchrones, on va dire pour aller vite d'un point de vue utilisateur, mais on peut faire les deux. Ça va s'appliquer principalement à des éléments dans ITOP qui ont des workflows, donc par exemple des incidents, des demandes, des changements, mais ça peut être des projets avec l'extension PMP. Il va falloir des protocoles d'échange. Donc en général, on fait de l'HTTP, mais on a un client qui nous a demandé de développer une interface par fichier parce qu'il avait des contraintes de sécurité assez fortes. J'en parlerai à la fin. Donc cette API, qu'est-ce qu'elle apporte? La première chose qu'elle va apporter, c'est un mécanisme de file d'attente. Qui dit workflow dit ordre des messages importants, parce que si on veut mettre à jour le journal d'un ticket avant de le créer, ça peut être problématique. Donc dès qu'il va y avoir des échanges, on va essayer de les faire dans le bon ordre. Et on va avoir un mécanisme de gestion d'erreurs qui en gros va permettre d'identifier les problèmes de connexion, problèmes de correspondance de données, X, Y ou Z, problèmes de cohérence. Et ces deux éléments mis ensemble vont permettre de rejouer les opérations toujours dans le bon ordre, ce qui est très très important quand on fait des workflows. L'exemple classique, c'est je crée un ticket, je mets à jour un ticket, je le résous, et puis quand j'ai voulu mettre à jour le ticket, il y a eu un problème, et du coup je le résous avant de le mettre à jour. Tout ça fait des incohérences dans l'historique. Deuxième grand élément, le data mapping, ou la correspondance de données. Donc bien évidemment, on a des outils différents. ServiceNow a un modèle de données, EasyVista en a un autre, et puis en plus on peut les customiser. ITOP également. Deux ITOP peuvent avoir des modèles de données différents. L'idée de cette interface, ça va être de permettre ou de faciliter la mise en œuvre de correspondance. Alors l'intérêt qu'on a dans ITOP, c'est que le data model est paramétrable. Donc on peut par exemple sur un catalogue de services rajouter de l'information correspondant à l'application tierce. Exemple, voilà le nom dans ITOP du service, voilà le nom dans Jira, voilà le nom dans EasyVista, voilà le nom dans Tulip. Ça c'est des exemples. On a aussi un mécanisme de synchro, donc parfois on va synchroniser des éléments. L'idée c'est de se dire comment je fais en sorte de retrouver l'identifiant d'un élément dans l'application A alors qu'il en a un autre dans l'application B, etc. etc. C'est la partie qui est souvent la plus compliquée avec l'information suivante. Et enfin, comme l'a dit Axel, c'est une interface qui va vous permettre de mettre en place des scénarios d'échange entre les applications. En gros, on va faire discuter deux workflows en même temps. Workflows qui, bien évidemment, n'ont rien à voir dans la plupart des cas. Et donc, l'idée, ça va être de définir les différents scénarios qui vont permettre à l'application ITOP d'un côté de discuter avec l'application Jira de l'autre, par exemple.
C'est la partie la plus importante, parce que comme on l'a dit, c'est des scripts, ça se code, entre guillemets, c'est une API, hein, c'est pas juste du drag and drop. Et donc quand on a oublié un scénario, bah, on peut se retrouver bloqué. Alors, on imagine toujours des mécanismes de rattrapage, de déblocage pour un administrateur, mais ça nous est arrivé dans quelques implémentations qu'une équipe de support se retrouve coincée parce qu'elle avait oublié un scénario. Donc un scénario, c'est quoi? C'est quand dans eTop, je suis en attente d'un fournisseur, je crée un ticket dans l'outil fournisseur. Quand je mets à jour un journal, je mets à jour une note de l'autre côté. Quand je résous un ticket, je le résous de l'autre côté, etc., etc. Il y a des scénarios qui sont assez simples, assez classiques et qui se mettent en œuvre relativement rapidement, en quelques jours de travail. Plus vous aurez de scénarios, plus le projet sera complexe et coûteux, et surtout plus il sera potentiellement complexe à maintenir. Parce que derrière, un administrateur qui gère l'application eTop, il devra comprendre pourquoi telle opération n'est pas faisable. Enfin, dernier point qui est important dans ces mécanismes-là, c'est la notion de maître-esclave ou master-slave sur ma slide, qui consiste à faire en sorte que quand un ticket donne la main, un système donne la main à un système tiers, qu'on modifie le moins possible l'élément eTop, le ticket, dans le système source. Sinon, les systèmes commencent à se désolidariser et ça devient compliqué. Donc ça, dans eTop, on a la gestion des états et du comportement des champs dans le cycle de vie qui nous aide énormément. L'application tierce n'a pas forcément ces mécanismes-là, donc il faut être relativement vigilant. Voilà. Alors, exemple de scénario, qu'est-ce qu'un scénario? Là, je vous ai mis un exemple basique qui ressemble un petit peu à ce que Anne-Gaëlle vous a montré avec Jira. Donc j'ai le cycle de vie d'un eTop en haut, avec un état particulier qui est en attente d'un système distant. Et puis j'ai le cycle de vie d'un outil de bug tracking, potentiellement beaucoup plus basique, nouveau, en cours de développement, corrigé. Ce qui va se passer dans le premier scénario qu'on imagine, c'est quand je me mets en attente du système distant, hop, automatiquement, on va aller créer un ticket dans Jira avec toutes les informations qui vont bien. Dans Jira, les gens vont faire évoluer le système, vont corriger le problème ou le bug, et quand ils vont corriger, ça va venir résoudre dans eTop. Donc on va pouvoir automatiser comme ça tout un tas de tâches qui auront été prédéfinies, précablées en avance. Donc ça, c'est entre eTop et une application tierce, X, Y ou Z. À partir du moment où l'application tierce a une API, on a parlé beaucoup de REST, mais ça peut être du SOAP ou autre chose, ça va être faisable. Si elle n'a rien, on ne pourra pas interfacer. Ensuite, ce qu'on a été amené à faire pour un certain nombre de clients, c'est avoir ce qu'on appelle des architectures satellites, c'est-à-dire plein d'eTop qui discutent ensemble. Sur mon image, là, j'ai le client A, le client B, le client C qui ont un eTop en bleu. J'ai un centre de service qui a un autre eTop en orange, et j'ai potentiellement un fournisseur qui a un eTop en vert. Ça va être potentiellement utilisable dans différents cas. Premier cas, j'ai des entreprises différentes, des clients X, Y, Z, et je n'ai pas envie forcément qu'ils communiquent entre eux, mais moi, à la fin, je veux réconcilier des informations dans mon eTop centre de service. On verra, on a un client qui nous a demandé de mettre ça en place. Deuxième cas, je veux faire du cloisonnement de données. Peut-être que mon client A, B ou C, en fait, c'est des entités dans mon entreprise, mais je ne veux pas que l'entité A accède aux données de l'entité B, voire même l'entité C. Par contre, je veux qu'elle se partage certaines informations qui sont communes. On a le principe de silo dans eTop, mais il peut être parfois limité pour certains cas d'usage. On pourrait mettre en place l'API satellite pour le faire, avec toute la complexité qu'il y a derrière, bien évidemment. Enfin, je peux avoir des métiers différents. L'équipe RH, les services généraux, l'équipe IT, ils ont chacun leur eTop, ils ont chacun leur processus, mais de temps en temps, il faut qu'ils échangent. Encore un cas d'usage de l'API satellite. Alors, exemple de clients qui ont utilisé cet environnement-là, on a Neurons IT, qui utilise le schéma bleu et orange. En gros, il y a le centre de service de Neurons IT qui a un eTop pour gérer ses clients. Et certains de ces clients ont leur eTop à eux. Et il y a du transfert de tickets dans certains cas de figure. Pour information, c'est Neurons qui nous a aidés, donc je les en remercie, à développer la première version de l'API. C'est aussi eux qui ont essuyé les pots cassés.
Il y a Airbus Defence and Space qui gère un projet qui s'appelle SSU-CSO avec des satellites dans l'espace. Ils utilisent ETOP pour gérer toute la partie service autour de ces satellites, gestion d'incidents, gestion des problèmes. Et donc eux, ils ont l'architecture telle que je la présente là. Ils ont des ETOP dans plein de pays de l'Union européenne. Ils ont un ETOP central qui est sur ce qu'ils appellent une base arrière en France. Et un dernier ETOP, celui qui est en vert, qui est sur une base usine qui fabrique les satellites. Et bien en gros, les gens dans les pays gèrent leurs problématiques de satellites et de temps en temps, ils escaladent à l'ETOP orange ou à l'ETOP vert. Donc c'est l'architecture la plus complexe qu'on ait eu à mettre en œuvre. Elle est loin d'être simple. Il y a plein de scénarios divers et variés et c'est eux qui ont sponsorisé le transfert par fichier puisqu'ils n'ont pas de connexion HTTP établie. Donc ils ont un mécanisme de transfert de fichiers assez élaboré qui permet de faire ça. Et enfin, le ministère de l'Éducation nationale, avec notre partenaire Synergis, qui eux ont utilisé ETOP pour interagir avec plein d'outils tiers. Et ils ont utilisé l'API satellite pour coder des échanges avec EasyVista et d'autres outils, et même entre ETOP. Donc ils ont fait une couche d'abstraction qui rend un peu plus simple la configuration pour un administrateur ETOP. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Donc ce que je vous propose pour conclure rapidement, c'est de vous faire une petite démo de ce que l'on peut faire entre deux ETOP. Donc c'est un peu similaire à ce qu'a fait Anne-Gaëlle tout à l'heure. Pardon, c'est cette interface-là, mais entre deux ETOP. Donc là, j'ai un ETOP ici, qui est en bleu, que je vais appeler ETOP Remote. Et j'ai un ETOP ici, qui est en rouge, que je vais appeler ETOP Central. Alors, une des difficultés quand on fait de l'échange entre deux ETOP, c'est de les identifier. Donc, en 2.7, on peut changer les couleurs, on peut changer le style, donc ça, c'est assez agréable. Donc là, dans mon ETOP Remote, je vais créer une demande. Je vais faire une nouvelle demande utilisateur. Ça fait longtemps que je me suis connecté, donc il faut que je recommence. Hop, je me connecte. Je fais une demande démo pour le client Claude Monet. Ma demande démo. Hop. Test. Je vais choisir un service et une sous-catégorie de service. Donc là, dans mon cas, les deux ont le même catalogue. Donc, je n'ai pas mis en place de mapping de données entre les deux. Et je crée mon ticket. Voilà, pour l'instant, rien ne se passe. Mon ticket est autonome. Les gens travaillent sur l'ETOP Remote. Je vais assigner mon ticket à un agent de support. Donc ça, c'est l'usage classique d'ETOP. Voilà, donc pour l'instant, c'est autonome. Et ici, en fait, dans mes scénarios, j'ai rajouté la capacité de me mettre en attente d'un fournisseur. Donc quand je fais ça, on me prompte une liste de fournisseurs, et en fonction du fournisseur, je vais pouvoir aller vers un ETOP ou vers un autre ETOP. Donc là, j'ai choisi My Partenaire. Et quand je fais ça, le système va appeler mon ETOP central, mon deuxième ETOP, et créer un ticket de l'autre côté. Et comment je le sais? Comme vous l'a expliqué Anne-Gaëlle tout à l'heure, j'ai ici un petit trombone qui me donne des informations sur le fait que j'ai lié mon ticket à un deuxième système. Et si je clique ici, donc bien évidemment si j'ai accès au deuxième ETOP, ce qui est mon cas, je vais pouvoir me connecter, pardon, je vais pouvoir me connecter au deuxième ETOP, c'est bien le ticket numéro 5, et il est lié à mon ticket ETOP Remote numéro 4. Les références peuvent être différentes. On a mis en place le lien entre les deux éléments. Vous voyez qu'on a rajouté un attribut pour avoir quand même la référence dans le ticket client, etc., etc. Et donc là, côté du système ici, j'ai verrouillé un certain nombre de champs, donc je peux faire moins de modifications. Néanmoins, si je modifie mon ticket, un de mes scénarios, donc vous voyez, il y a plein de champs qui sont non modifiables, je le verrouille un maximum pour éviter les problèmes, je peux mettre à jour mon journal public. Voilà, parce que peut-être que via le portail ou ailleurs, j'ai envie de communiquer. Moi, utilisateur, je ne suis pas censé savoir que tout ça a été transformé à mon fournisseur. Comme dans mon scénario, j'ai dit, lorsque l'on met à jour le journal public sur l'ETOP Remote, on met à jour le journal public sur l'ETOP distant, j'ai la mise à jour qui est faite ici. Attention, si je n'ai pas prévu ce scénario, ça ne se fait pas. Et le mettre en œuvre va nécessiter un petit peu de travail. Côté ETOP distant, je vais suivre mon workflow qui pourrait être très différent
de l'autre ITOP. Voilà, j'assigne mon ticket. Pour l'instant, il ne se passe rien. Et quand je le résous, bah, je vais mettre une solution. Donc, ceci est la solution du fournisseur. Je mets à jour le ticket côté fournisseur. Et automatiquement, donc vous voyez qu'il est résolu. Si je vais voir mon ticket remote et que j'actualise celui-ci, il est résolu. La solution a été mise à jour et tout un tas d'informations que j'aurais eu envie de copier. Et maintenant, je peux reprendre mes opérations classiques, clore mon ticket, réouvrir mon ticket. Exemple, si je réouvre mon ticket, il se passe quoi? Je réouvre le ticket distant, je ne le réouvre pas. Ça fait partie des scénarios qu'il faut anticiper. Donc voilà, grosso modo, ce que l'on peut faire avec l'API Case Exchange. C'est une API, ça reste, on va dire, de la programmation, du script, voire même du développement. Ça doit s'anticiper, ça doit se prévoir, mais ça fonctionne relativement bien. Une des recommandations qu'on a souvent, c'est si c'est pour transférer 3-4 tickets dans l'année, ça ne vaut peut-être pas le coup de faire un projet avec cette API. Par contre, quand vous transférez une cinquantaine ou une centaine de tickets par mois à d'autres équipes, ça va être très utile. Donc voilà pour ma présentation. Je vais maintenant passer la main à mon collègue Guillaume, qui va vous présenter l'API Webhook, qui est pilote pour l'instant. Ce n'est pas encore réalisé, on en parlera un peu plus tard. Et il va vous faire une démo. Merci Ron. Bonjour à tous, donc effectivement là on va parler des webhooks et de comment est-ce qu'on aimerait intégrer ça dans ITOP. Donc tout d'abord on va commencer par rappeler ce qu'est un webhook, parce que la notion n'est pas forcément présente pour tout le monde. Donc jusqu'à présent, quand on essayait d'interfacer deux applications entre elles, on passait par ce qu'on appelle des web services classiques. C'est-à-dire qu'une application A devait interroger elle-même une application B à intervalles réguliers pour qu'elle puisse récupérer les derniers changements qui ont eu lieu depuis la dernière fois. On a donc une mise à jour de l'information qui se fait en asynchrone. Depuis quelques temps, on a aussi une nouvelle forme qui est arrivée, qu'on appelle les webhooks. C'est un petit peu un changement de paradigme, dans le sens où maintenant c'est l'application B qui va notifier elle-même directement l'application A en temps réel dès qu'un événement prédéfini aura été effectué. Donc le principal avantage, comme on vient de le dire, c'est que désormais la mise à jour de l'information, elle se fait en temps réel. On a aussi, dans une moindre mesure, un avantage qui est une réduction du bruit sur le réseau, parce que les appels ne se feront que quand c'est nécessaire, et non pas à intervalles réguliers, même s'il n'y a pas de besoin. Enfin, on fait une petite concession, entre guillemets, c'est que l'application A doit autoriser les applications externes, comme l'application B, à manipuler les données qui lui sont propres. Par exemple, pour prendre un exemple concret sur ce genre de différence, dans la première partie, on peut imaginer un site web qui agrège les services des stations de ski de la région et qui voudrait afficher si les remontées de Champs-Rousse sont actuellement ouvertes ou fermées. Dans la partie A, par exemple, toutes les heures, elle va interroger Champs-Rousse pour savoir où en sont ces remontées. Alors que dans la nouvelle version, dans les webhooks, ça serait plutôt Champs-Rousse qui, à chaque changement de remontée, qu'elle s'ouvre ou qu'elle se ferme, en informerait l'application A directement. Comme ça, l'utilisateur, lui, a toujours une information qui est à jour. Enfin, bien sûr, quelle que soit l'approche, on utilise toujours les API de ces applications, qui sont la plupart du temps en JSON, mais on pourrait aussi avoir d'autres protocoles comme le SOAP. Exactement comme tout à l'heure quand Erwan parlait des case exchange. Maintenant, pourquoi utiliser les webhooks? Comme on l'a dit, la majorité des applications disposent aujourd'hui d'API, qu'on appelle aussi des web services. Ça nous permet de récupérer de la donnée, mais aussi d'insérer ou de modifier de la donnée existante. Par contre, la plupart des applications ne nous permettent pas d'aller interroger directement une autre application. Pour ça, la plupart du temps, il faut qu'on fasse un développement spécifique. Pour vous donner un cas concret, dans ITOP, vous avez aujourd'hui une API REST qui vous permet de lister les utilisateurs qui sont présents, mais aussi d'en créer ou d'en modifier. Par contre, si vous voulez synchroniser ces utilisateurs avec votre LDAP, aujourd'hui, vous n'avez pas de manière native. J'insiste sur le mot native. C'est pour ça qu'on a fait un développement spécifique qui s'appelle le collecteur LDAP. Et j'imagine que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est d'autant plus vrai quand on est en SaaS, parce qu'en SaaS, la plupart du temps aussi, on n'a pas accès au système, on ne peut pas créer des scripts planifiés ou des tâches planifiées. Du coup, on n'a pas du tout la main pour effectuer ce genre de développement spécifique. Donc là, c'est un petit schéma d'exemple
pour vous montrer un petit peu le principe. Imaginons que nous sommes dans la société qui s'appelle Ma Société, on utilise un e-top, et un de nos clients a également un e-top pour gérer les demandes de ses utilisateurs. Un client peut totalement définir que quand un ticket est qualifié et entre dans un état donné, on a à ce moment-là un événement qui est déclenché et qui déclenche un webhook qui va nous remonter le ticket chez nous pour qu'on en ait une copie et qu'on puisse travailler dessus. Exactement sur le même principe que le case exchange que vous a montré Aaron. On peut aussi tout à fait imaginer que sur notre e-top à nous, quand un ticket est créé pour un certain service, on ait à ce moment-là un autre webhook qui soit déclenché pour en informer le chef produit directement sur l'outil de communication interne, dans le cas présent Slack. Et on pourrait encore imaginer que Slack transmet à son tour, via un événement, via un webhook, une information à une autre application. Bien sûr, les webhooks, ce n'est pas forcément limité à e-top, ça peut être pour n'importe quel type d'application. On a un deuxième cas ici, imaginons. Nous avons un partenaire qui est une ESN, elle a un centre de service qui, elle, est basé sur Zendesk et non pas sur e-top. Il peut lui aussi le configurer pour que dès qu'un ticket entre dans un certain état, un événement soit déclenché et que le ticket nous remonte aussi dans notre e-top à nous. Là, dans ce que je vous montre, on a un séquencement qui est assez sérialisé, mais on peut tout à fait imaginer que plusieurs webhooks sont déclenchés par un seul et même événement, qu'on puisse paralléliser, et qu'on appelle par exemple Jira, Google Chat, Tulip, qu'on verra juste après, ou encore Rocket Chat. Et à vrai dire, on peut appeler n'importe quel type d'application du moment qu'elle a une API. Donc l'information importante à retenir, c'est que les webhooks vont nous permettre d'interconnecter les applications web en temps réel entre elles. Ça va presque nous permettre de les orchestrer. Maintenant, la question qui nous intéresse, c'est où est-ce qu'on peut trouver ces webhooks dans e-top et comment est-ce que ça va marcher. Alors vous allez les trouver dans le menu configuration avec les notifications. Parce qu'au final, dans la façon dont on l'a implémenté, un webhook chez nous, c'est exactement comme une action email. Typiquement aujourd'hui, quand vous avez un événement, vous envoyez un email à quelqu'un pour en informer. Et bien de la même manière, vous allez pouvoir déclencher un webhook pour faire une action. Aujourd'hui, nous, on a déjà préconfiguré certains types d'actions pour vous simplifier la vie pour certaines applications. Donc notamment pour e-top, pour faire de la communication d'e-top à e-top, mais aussi pour Tulip, qui est un outil de release management, ou encore Rocket Chat et Slack, qui sont deux outils de communication interne assez répandus. On a aussi, bien sûr, fait une action de type générique, qui, elle, va vous permettre d'attaquer n'importe quel type d'application ayant une API. Bien sûr, là, ce sera à vous de coder un petit peu, mais au moins, vous avez toute la latitude pour faire exactement ce que vous souhaitez. Le point important là-dessus, c'est que cette classe, elle est extensible, que ce soit dans une extension pour la communauté ou dans le designer, et du coup, vous pourrez complètement créer une action dédiée à une application en particulier. On espère d'ailleurs que la communauté et nos partenaires contribueront à créer des actions spécifiques pour tout type d'application. Enfin, ces webhooks, on a déjà fait quelques prototypages, notamment avec deux clients, Hardis Group, qui l'utilisent pour envoyer des messages d'e-top dans leur système de messages, dans leur bus de messages d'entreprise, mais aussi avec Euromaster pour envoyer des messages dans Google Chat. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe à un cas pratique, et pour ça, j'ai la chance d'avoir Sébastien Romanet d'Elena Léane avec moi. Sébastien, si tu viens te présenter en quelques mots. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Sébastien Romanet de l'équipe Tulip. Et en effet, là, l'idée, c'était de pouvoir vous montrer comment on a pu s'interfacer avec e-top. Et on va comme ça pouvoir vous montrer un use case où un ticket va être créé et ensuite va pouvoir être géré avec Tulip, qui est notre outil de release management. Merci. Alors avant de passer à la démo en elle-même, juste un petit rappel. On va faire à peu près l'équivalent de ce que vous avez vu tout à l'heure avec Jira chez le cible. C'est-à-dire qu'on va passer un ticket de notre outil de helpdesk vers un outil de gestion de bugs. Ensuite, par contre, on fera juste une petite étape en plus, c'est qu'on enverra des messages dans les outils de chat. Le scénario qu'on va faire, étant donné qu'on va manipuler quand même 4 applications dans 4 onglets différents, on va vous décrire le scénario en avance, histoire que vous puissiez vous repérer plus facilement une fois qu'on sera dans l'application. Donc, on a un client, Claude, qui crée un ticket. Jules, notre agent de support, va s'assigner le ticket, l'analyser, et une fois qu'il l'aura qualifié, il va le transmettre à l'éditeur. Donc là-dessus, on va avoir un événement qui va remonter le bug au niveau de Tulip. Là, je passerai la main à Sébastien,
qui traitera le bug jusqu'à sa résolution. Une fois le bug résolu, un autre événement viendra mettre à jour le ticket côté ITOP. Immédiatement, sans que personne n'intervienne, on aura un autre événement qui informera l'équipe support que le ticket en question a été résolu par l'éditeur. Ensuite, notre agent de support reprendra le ticket en main, le traitera, et enfin, une fois résolu, Claude sera prévenu de la même manière par un webhook dans son outil de communication à lui. Donc je vous propose qu'on passe maintenant à la démo. Voilà. Donc là on est dans ITOP, vous connaissez tous. Désolé pour ceux qui s'attendaient à voir un ITOP 3.0. On l'a fait sur ITOP 2.7 pour vous montrer qu'éventuellement ça pourrait aussi sortir sur cette version sous forme d'extension. Donc vous allez avoir un nouveau menu dans la partie configuration qui se nomme intégration. Classique, il faut que je me relogue. Voilà. Ici vous avez les applications distantes. Donc en fait dans cette partie-là vous allez gérer toutes les applications distantes que vous souhaitez attaquer par vos web services. Donc c'est-à-dire avec leur endpoint, les URL, mais aussi les identifiants nécessaires quand ça les concerne. Typiquement, si j'ouvre un ITOP, on voit que j'ai ici son URL, la version de son API et les identifiants qui seront utilisés pour se connecter. Si je prends Tulip, on voit que là c'est différent. J'ai toujours le endpoint, par contre ça ne marche plus avec un système d'utilisateur, mais avec une clé d'accès. Ensuite, on part dans les notifications, comme avec les emails. Voilà. Et vous voyez qu'on a plein de nouveaux types d'actions qui apparaissent. En l'occurrence, là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Tulip. Donc, je vous montre celui qu'on a créé. Donc, ça ressemble vachement à une action email, comme vous avez l'habitude d'en voir. Dans la première partie, ici, on a la description, avec notamment un titre, ainsi que l'état, est-ce qu'il est en production, en test ou inactif. Et d'ailleurs, cet état, on va s'en servir pour appeler soit un serveur de production quand on est en production, soit un serveur de test quand on est en test. Ensuite, à droite, ici, une des informations importantes pour Tulip, est-ce qu'on veut créer un bug sur cet événement ou est-ce qu'on veut mettre à jour un bug existant. Ensuite, ce qu'on appelle le Remote Object ID, c'est pour l'instant quelque chose qui est en dur, c'est-à-dire qu'il faut connaître l'identifiant du tracker de bug chez Tulip. À terme, on pense interroger l'API de Tulip pour récupérer dynamiquement la liste des trackers et permettre à l'administrateur de le choisir. On n'a pas encore eu le temps, on le fera sûrement à terme. Une des parties très importantes, c'est la payload, ce qui s'appelle la charge utile. En fait, c'est là que vous allez définir les informations qui vont être transmises lors de l'appel à l'application distante. Dans notre cas, c'est un mapping de champs assez simple. Sur la gauche, on a le nom de l'attribut dans Tulip, et sur la droite, la valeur qu'on veut envoyer. Donc à gauche, vous mettez toujours des noms d'attributs, et à droite, vous pouvez aussi bien mettre une valeur en dur qu'utiliser les placeholders de notification classiques. Enfin, partie très intéressante, c'est ce qu'on appelle la callback de réponse. C'est une méthode PHP qui est optionnelle, facultative, et qui va vous permettre de récupérer le retour envoyé par Tulip pour pouvoir le traiter. Dans notre cas, typiquement, quand on va créer un bug chez Tulip, on aura peut-être envie de récupérer son identifiant pour que l'agent de support et le développeur chez l'éditeur puissent communiquer plus facilement. Donc, commençons. Je vais regarder dans les demandes si j'en ai une qui est ouverte. Celle-ci, parfait. Donc voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, le client Claude a créé une demande. En tant qu'agent de support, je vais me la signer. Hop, on va dire que c'est une demande de service pour les applications. Et maintenant qu'elle m'a signé, ici, on a, pour les besoins de la démo, ajouté un nouvel état qui est l'état attente éditeur. Donc en cliquant là-dessus, mon objet va rentrer dans un nouvel état, et c'est ce changement d'état qui va déclencher le webhook vers Tulip. Je précise le logiciel pour lequel je crée le bug. Voilà. Vous voyez en bas à droite ici, on a un nouveau champ qui apparaît. C'est la référence du bug qui vient d'être créé dans l'application distante. Là, pour les besoins de la démo, on a fait quelque chose de très simple. On a juste mis un champ qui contient le nom du projet, le nom du tracker ainsi que l'ID du bug. On aurait très bien pu mettre un lien aussi nous permettant d'accéder directement au tracker. Sauf que ça, il faut le faire uniquement dans le cas où l'agent de support a des identifiants pour se connecter sur le tracker de l'éditeur, ce qui est rarement le cas. Autre chose importante, on voit que comme pour les emails, ici dans l'onglet notification, on a une ligne qui est apparue.
Du coup, on a un événement. Ces événements, ils vont être très pratiques, notamment pour débugger quand vous allez mettre en place des webhooks. On a plusieurs choses. La première partie, c'est la charge utile. On l'a brute, ici, raw, qui est en fait ce que vous avez configuré vous dans votre action. Mais on a aussi la partie compilée, entre guillemets, c'est-à-dire la réinterprétation qu'on a fait en interne pour que l'API de Tulip la comprenne. Donc ça, c'est quelque chose qui est caché pour vous et qui vous simplifie la vie. De même, pour les entêtes, Tulip attend certaines entêtes. Mais nous, vous avez vu, on ne vous les a pas demandées lors de l'action. Donc voilà, c'est toutes ces petites manipulations qui sont cachées qui vont vous faciliter la vie. Et enfin, ici, on a la réponse. C'est ça qui est interprété par la fameuse méthode PHP que je vous montrais tout à l'heure. Donc maintenant, je vais laisser la place à Sébastien pour qu'il vous montre la partie Tulip. Voilà, donc là on a vu que le ticket a été envoyé au sein de Tulip. Donc quand on va se connecter sur Tulip, on va arriver sur notre espace de travail qui va me permettre de pouvoir gérer justement l'activité et le release, management et des différentes actions que je vais devoir manager. Et on va utiliser un des différents outils proposés par Tulip et dont celui-ci qui nous permet de pouvoir gérer en gros ce qu'on a dans le backlog et ensuite de pouvoir le planifier sur une des releases en cours. Donc là, l'équipe de dev, elle vient de se connecter et elle voit que dans son backlog, on a du coup un nouveau bug qui vient d'être créé. Voilà, donc là, on va pouvoir maintenant les planifier dans un correctif. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre... C'était celui-là qui a été pris ? On a créé celui-là, celui sur les webhooks, dans la 3.0. Parfait. Donc là, je vais pouvoir regarder ce qui avait été écrit dedans. On va pouvoir pareil renseigner, éventuellement modifier la sévérité en fonction de ce qui a été défini, puis on va lui rajouter un coup. Et à partir de ce moment-là, ce bug, il est prêt. Et du coup, il est prêt à être planifié. Donc là, il sera planifié dans la 3.0. Donc il est planifié dans cette 3.0. Donc je viens de le glisser. Et à ce moment-là, il y a des informations qui vont être envoyées, parce qu'à chaque fois que je vais mettre à jour le bug, à chaque fois le webhook il est appelé. Et il permet comme ça de renvoyer des informations à iTop, qui va ainsi informer son end-user et l'agent de support de la résolution. Donc, ce bug sera livré. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire vivre ce bug ainsi que, donc là on voit un 3.0, il y a déjà d'autres bugs qui ont été créés. Et on va pouvoir le faire vivre jusqu'au moment où il va arriver jusqu'à sa résolution. Donc là, les équipes de dev vont le prendre en compte, vont le faire bouger suivant les différentes actions qui ont été menées, jusqu'au moment où le bug en lui-même sera arrivé à done. À ce moment-là, donc à chaque étape, c'est pareil, des informations ont été envoyées et toutes les informations liées à la résolution de ce bug ont été renvoyées à iTop qui va ensuite pouvoir les traiter. Donc maintenant, le statut de ce bug-là, de notre côté, il est fermé. Et puis ensuite, on va pouvoir compléter avec les autres phases, notamment des phases de test ou autres, pour pouvoir s'assurer qu'on est conforme et même envoyer éventuellement ces reportings de test à iTop. Super. Donc je redonne la main à mon opérateur. Merci. Maintenant, on va vérifier que ce qu'on a promis tout à l'heure, ça a bien marché. Donc, normalement, étant donné que le bug il est repassé en résolu côté Tulip, on devrait avoir la notification pour notre équipe de support dans Slack. Bon, tac. Effectivement, on voit que ça a marché, on a de la chance. Donc là, on a décidé dans ce message-là de le mettre directement dans le canal de l'équipe de support pour que n'importe quel agent puisse le récupérer et se le réassigner, le traiter. Donc vous voyez que j'ai plusieurs informations. J'ai un texte qui est libre, j'ai différentes informations pour me résumer l'objet en question, et après ici j'ai directement tout un tas d'actions.
La première me permet d'ouvrir l'objet en modification dans Itop. Je peux aussi effectuer directement les transitions à partir d'ici. Et après, je peux le supprimer. Bon, là, en l'occurrence, on ne va pas faire ça. Donc, je le modifie. Tac, vous voyez qu'effectivement, le ticket est revenu dans l'état assigné, alors que tout à l'heure, il était en attente éditeur. Ça, c'est le webhook de Tulip qui, du coup, nous l'a fait. Maintenant, si je vais en bas, on voit un truc intéressant, c'est que dans la partie private log, toutes les modifications qui ont été faites par Sébastien côté Tulip ont été remontées côté Itop dans le private log. Ça va permettre à l'agent de support d'avoir des informations et de tenir au courant son client sur l'avancement de son ticket. Donc, notamment, là, il lui a dit que ce serait sur la 3.0, donc il va pouvoir communiquer ça à son client. Donc, parfait. Moi, je vais passer ça en résolu. Donc, on était sur du software. Salut Claude. Ça sera dispo dans la 3.0 qui sortira en 2021. On n'est pas trop précis, hein, comme ça on s'engage pas trop. C'est parti. Tac. Donc là, si on va dans l'onglet notification, ici, on voit qu'on en a deux autres. Donc celle-ci, c'est celle qui a été déclenchée par Tulip quand le ticket est revenu dans l'état assigné. Et celle du dessus, c'est celle qu'on vient de déclencher en passant le ticket à résolu. Je vais juste ouvrir le détail de la notification. Voilà, vous voyez que pour Slack, tout à l'heure je vais rentrer dans le détail et vous montrer comment on configure l'action. En l'occurrence, côté Slack, on a renseigné 0 JSON. Par contre, il fallait produire l'équivalent de tout ce bloc de texte là pour produire le message que vous avez vu dans Slack. Donc, j'ouvre mon Rocket Chat et on voit qu'effectivement, Claude, qui est ici, a bien reçu un message lui disant que le ticket avait été résolu et que Jules Verne lui indiquait que ce serait dispo bientôt. La notification de Rocket Chat, là on l'a volontairement faite un peu plus simple. On peut faire des choses qui ressemblent à ce qu'on a fait dans Slack. C'est juste pas aussi poussé au niveau de l'intégration pour le moment. Donc maintenant que notre scénario est fait, je vous propose de rentrer juste un peu plus en détail dans les actions. Premièrement, j'imagine que certains d'entre vous sont en train de se dire dis donc, l'onglet Action des notifications, ça devient un petit peu compliqué de s'y retrouver. On en est conscient, on est en train de travailler là-dessus pour trouver une solution qui nous permettra de trouver le meilleur compromis. Ça ne sera pas forcément partie intégrante de la 3.0, enfin la 3.0 en elle-même ne résout pas ce souci, mais on est en train de trouver des solutions pour contourner ça. Donc, si je reviens à ma notif Slack, ici, vous voyez que comme tout à l'heure, on a du coup le serveur qu'on attaque en production, le contenu du message ici qu'on peut formater, on peut mettre des choses en gras, on pourrait utiliser toutes sortes de styles, mettre des placeholders comme dans les notifications classiques, et après ici on a quelques options additionnelles. La première c'est est-ce que je vais afficher des attributs de l'objet dans mon message. Donc ce qu'on appelle les attributs usuels de la vue liste, en fait c'est quand vous faites une liste d'objets dans Itop, vous avez des colonnes, et ce sont ces champs-là. Pour les plus techniques, c'est la zlist list. Donc en acceptant de mettre ça, on a ici les attributs qui apparaissent sous forme de colonnes. Ensuite, on a est-ce que je veux le bouton modifier, oui ou non. Ça vous permet de paramétrer la notif au mieux. Le bouton delete, ça parle de lui-même, et les autres boutons d'action. Donc les boutons d'action, en mettant oui, ça mettra dans le channel Slack uniquement les transitions qui sont disponibles dans l'état dans lequel est l'objet actuellement. Et potentiellement, si via des API et des méthodes PHP vous avez rajouté vous des actions, vous pourrez également trouver les boutons. Donc voilà. Ça, comme vous pouvez le voir ici, c'est parce qu'on utilise une action dédiée à Slack. Maintenant, je vais vous montrer qu'on aurait pu faire exactement la même chose avec une action générique, mais que le boulot n'aurait pas vraiment été le même. Tac, donc normalement, elle est juste ici. Voilà, vous voyez déjà, c'est un petit peu moins sympa. Donc là, on est sur l'action de type générique. Donc vous allez pouvoir tout faire à la main. Ça va être un peu long, mais du coup, ce sera complètement flexible. Partie importante, c'est ici la requête HTTP qui va être faite. Vous pouvez choisir la méthode. Est-ce que ce sera du get, post, delete, etc. Les entêtes. Vous pouvez aussi utiliser les placeholders dans les entêtes. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, pour la charge utile, vous avez deux options. Soit la méthode simple, qui est statique, c'est-à-dire que vous écrivez à la main le morceau JSON qui doit être envoyé. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, pour le cas de Slack, c'est sympa, mais c'est quand même un peu long. Surtout, le gros défaut de ça, là, c'est que vous voyez ici, si on arrive à lire,
toutes les transitions sont codées en dur. Donc c'est-à-dire que si mon objet est dans un état particulier et que ces transitions ne sont pas disponibles, quand on va cliquer sur le bouton, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est pas mal pour des actions simples, on va dire. Après, si vous voulez faire quelque chose de plus complet, de plus dynamique, vous avez la possibilité, à la place, de renseigner une méthode PHP. Donc cette méthode PHP, elle sera appelée, et dedans, vous ferez votre traitement pour construire le JSON à la main. Et toujours, bien sûr, on a la callback de réponse, ici, qui est disponible. Ça, à notre sens, c'est facultatif, mais ça reste quand même essentiel pour traiter le retour, savoir si on a un code d'erreur qui est revenu, ou pour traiter l'information quand on a un échange bidirectionnel. Tac, je vous montre juste l'action requête chat. Pareil, ici, le message, on peut le formater comme on le souhaite. Par contre, vous voyez qu'ici, pour l'instant, on n'a pas encore d'option d'intégration aussi poussée pour ajouter les boutons comme on a vu tout à l'heure. Ça, ce sont certaines informations qui sont nécessaires pour l'API de requête chat, qui est à savoir qui affiche le message. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tu veux revenir sur Tulip ou c'est bon? C'est tout bon. Ouais. Du coup, en effet, après, il peut y avoir d'autres informations qui peuvent être transmises aux équipes de dev, notamment si le ticket est réouvert ou autre. Ok, merci. Eh bien écoutez, c'est bon pour nous. Je vais rendre la main à Axel pour la conclusion. Hop. Tiens, merci Axel. Merci. Donc pour finir cette présentation, on va dire avant les questions-réponses, nous avons fait un tableau pour essayer de vous aider lorsque vous devez choisir ce que vous allez implémenter. Est-ce que vous allez utiliser l'API Case Exchange? Est-ce que vous allez utiliser les webhooks? Alors, si vous avez bien suivi les présentations, logiquement ça va vous parler. Ce qu'on apprend, c'est que l'API Case Exchange, ce qu'on avait dit, ce sont des scripts scénarisés. On discute bien avant et on fait tout le scénario. Les webhooks, ça s'appelle une URL. Derrière l'API Case Exchange, il y a un système d'acquittement des échanges et de reprise en cas d'erreur. Comme l'avaient montré Angel et Erwan, si jamais il y a un problème réseau ou il y a une application en face qui ne répond pas, à ce moment-là, vous allez avoir la liste d'erreurs, il n'y a aucune perte et vous pouvez rejouer tous vos échanges. Le webhook, c'est une bouteille à la mer, comme le mail. Vous l'envoyez, ça passe, tant mieux. Il y a une coupure réseau, l'appel n'arrive pas et à ce moment-là, il n'est pas traité. Donc, pas de reprise de message d'erreur. Pour l'API Case Exchange, les deux outils sont orchestrés ensemble, en fait. Vraiment, ce scénario va imbriquer vos outils ensemble, ce qui fait que la solution, elle est quand même très robuste, elle fonctionne très bien. Et il y a un outil qui ne fait une action que sur demande de l'autre. C'est-à-dire que vraiment, ils sont imbriqués. Et il y a un outil qui va se mettre en attente pendant que l'autre réagit. Et tant que l'autre n'a pas répondu, à ce moment-là, le premier outil se met en attente. Le webhook, c'est différent. Les deux outils ont leur vie chacun de leur côté. Alors bien sûr, il y en a un qui va demander une action et à ce moment-là, le deuxième outil va réagir. Mais il ne s'est pas mis en attente en attendant, il continue sa vie. Donc c'est vraiment, les deux outils, on va dire, fonctionnent en parallèle et ils interagissent sur demande. L'API Case Exchange, on garantit la séquentialité des actions. Donc si par exemple, lors de l'échange, l'API Case Exchange, vous demandez 2 changements d'état, les 2 changements d'état vont se faire dans cet ordre, le 1 et le 2. Même si le deuxième arrive derrière, c'est pas grave, l'API Case Exchange reprend cette séquentialité et il a bien entendu qu'il fallait d'abord appliquer ce changement d'état, puis le deuxième. Le webhook, il n'y a aucune garantie de séquentialité. Donc l'exemple qu'a fait Guillaume, par exemple, sur les notifications Rocket Chat, imaginez vous envoyez 2 webhooks, d'accord, 2 notifications. Si la deuxième arrive avant la première, ben c'est pas grave, la deuxième qui doit s'afficher après la première, elle s'affichera avant. Donc il n'y a vraiment pas de séquentialité. L'API Case Exchange, ce que vous avez compris aussi par Erwan, c'est que c'est une API avancée pour le mapping des champs. Pour chaque outil, c'est-à-dire que vous allez vraiment rentrer dans le détail et vous allez dire tel champ sur eTop, c'est tel champ dans tel outil. Vous allez vraiment aller assez loin dans le mapping. Pour le webhook, normalement, c'est un mapping pré-câblé parce qu'on a réfléchi en amont sur quelle application, avec quelle application on va communiquer. Et par conséquent, on va se focaliser sur quelques champs. Et on va mapper ces quelques champs. Donc, ça sera généralement plus simple. Maintenant, si vous voulez un mapping avancé,
eh bien on va arriver dans la même complexité. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc là-dessus, eh bien si vous voulez interconnecter deux outils de ticketing, on va dire, si vous avez des engagements contractuels, vous comprenez bien qu'il faudra prendre l'API Case Exchange, parce qu'il y a une reprise d'erreur, parce qu'il y a une séquentialité. Il est important que vous gardiez l'intégrité de vos communications. Maintenant, si vous voulez juste interconnecter deux outils de ticketing, mais il n'y a pas d'engagement, et vous acceptez la perte, à ce moment-là, on peut partir sur du webhook. Maintenant, pour toutes les communications, on va dire, informelles et qui ne sont pas forcément importantes, alors je ne vais pas dire pas forcément importantes, mais à comparer d'un envoi de mail, un envoi de chat ou un envoi de mail, vous avez la même sécurité sur le fait qu'il va arriver. Donc à ce moment-là, vous pouvez dire, bah, à la place des mails, on a beaucoup trop de mails. Effectivement, là, c'est très intéressant de partir sur le webhook, sur tous les outils de chat, Rocket Chat ou Slack. Donc grâce à ça, vous pouvez combiner les deux. Et selon vos besoins, vous allez choisir si vous partez sur l'API ou sur le webhook. Donc là-dessus, voilà, on a fini. Donc on va attaquer les questions-réponses. Donc je vais accueillir Christophe, le modérateur qui a consolidé toutes les questions. Anne-Gaëlle et Émilie, je vais vous demander d'activer vos caméras et vos micros. Et comme ça, si nous avons des questions pour vous, eh bien vous pourrez réagir. Ah, on a de la musique. Je vois Anne-Gaëlle et Émilie, c'est parfait, on vous voit. Bonjour. C'est normal la musique? Ok. Je vais activer notre son. Anne-Gaëlle et Émilie, est-ce que vous m'entendez? Ah, on t'entend pas Anne-Gaëlle. Attends. Ici, on va vous entendre. Vas-y. Est-ce que vous nous redis entendez? Bonjour. Anne-Gaëlle, redis bonjour. Non, on t'entend toujours Alors, pas. attendez, c'est les lois du direct. Attends. Je vais configurer. Non, mais je suis en train de m'en occuper. Voilà, ça devrait être mieux. Bonjour. Alors, Anne-Gaëlle, c'est bon. Émilie? Bonjour. Bonjour. Ah, super. On a les deux. Génial. Ça marche bien la technique. Voilà. Je commence donc par quelques questions pour vous à Rennes. Plutôt que d'avoir fait l'intégration entre eTop d'un côté et Jira de l'autre, pourquoi finalement ne pas avoir, m'a-t-on demandé, créé un workflow, recréer Jira dans eTop, histoire d'avoir tout dans la même application? Est-ce que vous aviez beaucoup déjà d'éléments gérés dans Jira, ce qui rendait cette opération complexe, ou est-ce que c'est chaque application son métier, et donc un choix de séparer les deux? Je te laisse répondre du coup. Ça marche. Effectivement, il y a un peu des deux. C'est une application métier. Jira est aussi depuis très longtemps. Les développeurs se sont organisés avec cette application. Et donc, on a effectivement un grand volume de données dedans, quoi. Donc, de tout réécrire, non, c'était pas l'objet de ce projet. D'accord. Alors, sur cette thématique, j'ai une question similaire. Quelqu'un qui me dit qu'ils ont actuellement plus d'une centaine d'applications en développement interne, toutes intégrées à Jira, et ils souhaitaient les intégrer dans eTop. Et en fait, par manque de moyens, ils se rendent compte que ça va être compliqué. Et la question est, l'interfaçage avec Jira pourrait-elle nous faciliter cette intégration? Je ne sais pas si c'est moi qui dois répondre ou plutôt Combodo. Oui, en fait, c'est les deux. On peut dire que oui. Ouais, parce que C'est comme vous dites, vous avez votre outil en place depuis de nombreuses années qui gère une volumétrie importante. Ben, on ne va pas faire rentrer l'un dans l'autre, on va les faire communiquer. après nous, ça aurait quand même pu être fait. Hein. C'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix d'avoir. Le développement n'a pas voulu passer sur eTop. Nous, Anne-Gaëlle et moi, notre volonté était de faire tout rentrer à l'intérieur.
puisque quand on part sur un projet comme on est parti sur ETOP, on a quand même fait énormément d'imports donc avec des fichiers. Donc on avait beau avoir une grosse volumétrie d'applicatifs, tout pouvait être mis dans des fichiers Excel. Hein. Enfin, donc pour moi, la complexité n'est pas... Enfin, ça aurait pu être fait. Après, par contre, l'historique, il aurait fallu gérer une base morte, mais sinon, ça aurait pu être fait. Nous, on a récupéré énormément de lignes de notre ancien outil de support. Donc, moi, je vois de cette manière-là. Je pense que ça correspond aussi à la philosophie d'ETOP. On ne cherche pas, quand on s'intègre dans une entreprise, on ne vient pas faire table rase de l'existant, mais on vient mettre des collecteurs, des satellites pour s'insérer dans le SI tel qu'il est. Est-ce que vous envisagez la mise en place d'autres satellites? Alors pour l'instant, il y a des projets. Après, satellite, faut toujours étudier parce que il y a des mécanismes différents. Mais oui, on a des projets en tête. Alors après, est-ce que ça se passera sous forme de satellite, je sais pas. Mais pourquoi pas avec un autre ETOP? Pourquoi pas avec Confluence aussi? Puisque nous, on a basculé notre base documentaire sous Confluence. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'intégration forte entre les deux. Mais c'est des projets qui peuvent être envisagés. Ouais. Et aussi avec notre outil de téléphonie. On a une volonté, comme ETOP nous sert énormément au niveau du support, d'intégrer ça avec... donc aujourd'hui, c'est Vivo, c'est une solution... d'Avencall, et on a cette volonté-là aussi de les intégrer. D'accord. J'ai 3 questions pour vous également qui sont plus focalisées sur votre modèle de données et sur vos engagements de service dans votre modélisation. Alors, vos engagements sont-ils faits par des SLA ou à la fois sur des services? La question, voilà, vos engagements sont-ils sur à la fois les services et les SLA ou pas? J'y vais. Ouais. Alors sur cette partie-là, aujourd'hui, les SLA sont liés au service. Donc effectivement, on a des lignes de contrat et des SLA associés. Donc en fonction des typologies de produits, on a créé des SLA différents. Donc comme on a expliqué qu'on apportait un certain nombre de services, donc on va avoir des SLA différents quand il s'agit de l'hébergement. De services, ou alors on peut même avoir des SLA propres à des clients. D'accord. Pourquoi était-il important pour vous de modéliser les solutions applicatives dans la gestion des contrats? Je te laisse répondre aussi. J'essaye de retrouver. En fait, c'est une demande client. Nous, on aurait voulu, au tout début de l'étude, parce que nous, on le disait en intro de notre présentation, on a un historique sur le support. On a un outil de support client depuis plus de 20 ans au CIB. Il y en a eu plusieurs et du coup, ils ont l'habitude de notre moyen de fonctionner sur ces items très fins. Et quand sur ce nouveau projet, on leur a posé la question s'ils étaient attachés à ça ou si on pouvait partir sur quelque chose de plus générique, et leur réponse a été non, il y a pour des raisons de sécurité d'accès aux données, de plusieurs choses. Chaque personne a le droit de voir que ce sur quoi elle travaille en fait. Donc c'est avant tout une demande client. Ok. Et finalement, vous êtes déjà à 6 mois d'opération avec ce satellite environ? Un peu moins peut-être? Ouais, depuis janvier. Janvier, pardon. Depuis janvier. Donc ça fait un an. Est-ce que vous mesurez l'évolution des coûts de support de chacune de vos applications maintenant que ce changement a été fait, ou comment qualifiez-vous l'apport de ce changement? En fait, c'est pas forcément un changement, parce que c'était déjà le fonctionnement qu'on avait avant en fait, avec notre précédent outil de support. On avait une intégration avec notre précédent outil de support et Jira. Donc c'est plus une continuité d'organisation. En fait, on a su reproduire l'organisation comme avant en fait,
quand on a basculé sur ce projet. D'accord. On n'a Parce que, pas ouais, changé l'organisation, c'était pas dans le projet. on a reproduit un modèle existant et plus fiable en fait, puisque le modèle précédent d'intégration buguait régulièrement. Enfin, ne satisfaisait pas forcément les personnes du développement. Si on veut dire sur l'avenir, donc est-ce que c'est aujourd'hui c'est pas forcément très challengé. On a un club utilisateur en cours là avec des sujets sur effectivement qu'est-ce que va devenir cette intégration, puisqu'on a beaucoup de demandes en fait. Du coup, comme ça a bien fonctionné, hein, ça a bien pris, c'est très utilisé. Et donc, il y a des demandes. Donc, Anga et moi, on a été très attentives à la présentation pour voir est-ce que ça devait être des modifications du case exchange ou est-ce qu'on pouvait utiliser les webhooks. On va étudier ça, mais voilà, on a pas mal de demandes suite à cette intégration qui fonctionne aujourd'hui bien, en tout cas comme on a décidé. Bon bah écoutez, très bien, merci pour vos réponses et votre participation. Je n'ai pas de questions pour vous pour l'instant, donc je vais passer au sujet suivant, puis peut-être que je reviendrai vers vous un peu plus tard. Merci. Merci. Alors, question plutôt centrée sur le case exchange. Dans ce que l'on a vu tout à l'heure, comment est gérée la partie asynchrone qui déclenche côté ITOP et côté Jira? Quel est le mécanisme en gros utilisé dans ITOP pour gérer l'asynchronisme des échanges? Alors, la partie asynchrone, elle est gérée par le système cron dans ITOP. Donc en gros, quand vous allez faire une opération, elle va être envoyée dans une file d'attente et le cron, à intervalles réguliers, par défaut toutes les 2 secondes, va aller regarder les opérations à faire. L'intérêt, c'est que du coup, l'agent de support, quand il a fait son action, il reprend la main sur son ticket et il peut continuer. Ça, c'est la première chose. L'aspect asynchrone peut être géré aussi par le mécanisme de transfert. Je vous parlais d'un mécanisme de transfert par fichier. Là, c'est notre client Airbus très sécurisé. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures avant que les fichiers repartent dans l'autre sens. Donc, il y a 2 variables d'ajustement sur l'aspect asynchrone. Mais l'objectif numéro 1, c'est de faire en sorte que le temps de latence pour l'agent de support soit le plus faible possible. Si les réponses sont très rapides, rester en synchrone, ça évite plein de problèmes. D'accord. Merci. Est-il possible de faire en sorte que ce soit ITOP qui soit slave de plusieurs ITSM tiers? Alors oui, ça fait partie des scénarios. J'ai un ticket qui arrive dans ServiceNow, et puis c'est ServiceNow qui va venir créer un ticket dans ITOP, et ITOP va avoir son fonctionnement et va venir mettre à jour ou résoudre le ticket dans ServiceNow. C'est vraiment bidirectionnel, c'est vos scénarios qui décident de ce qui va se passer. Donc aucun souci. D'accord. Une question de vocabulaire, l'API Case Exchange versus l'extension satellite parle-t-on de la même chose? C'est exactement la même chose, mais satellite, c'était un terme un peu interne. L'image est venue du petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, où on peut avoir plein d'ITOP dans tous les sens, et ça fait un satellite. C'est exactement la même chose. Très bien. Avant de passer sur les webhooks, peut-on faire cohabiter des scénarios API Case Exchange et webhook? Oui, sans aucun souci. Il faudra juste faire attention à ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas des opérations en double. Mais je peux très bien dire j'appelle un web service pour mettre à jour un ticket dans Jira et en parallèle déclencher une mise à jour sur Slack, RocketChat ou autre chose. C'est des systèmes qui sont complètement compatibles. Par rapport à, à la démo qu'on a faite, où on parlait de plusieurs ITOP connectés entre eux, si on peut faire du cloisonnement de données multi-clients dans ITOP, finalement, et multi-agents sur la même instance, pourquoi faire communiquer un ITOP avec 2 et 3? Parce que les gens trouvaient ça pas suffisamment sécurisé, le cloisonnement dans ITOP. Exemple très simple, au final, il y a la même base de données et des gens estimaient que l'accès à la base de données représentait un risque de sécurité. Donc, le cloisonnement est applicatif, il n'est pas en base de données. Donc, par exemple, comme tu l'as montré tout à l'heure, entre un fournisseur de services central qui gère ses clients et les ITOP chez les clients sur
leur informatique interne. Chez Neurons IT, par exemple, il y a même des firewalls, des VPN, enfin il y a tout un tas de choses qui font que on n'accède pas à l'e-top de Neurons comme on veut et réciproquement. Je vous ai montré un lien qui permet de rebondir facilement d'une machine à une autre. Chez beaucoup de clients, ce n'est pas mis en place, parce que les gens qui sont dans un système n'ont pas le droit d'accéder à l'autre. Je passe au webbook. Je reviendrai peut-être sur le case exchange tout à l'heure. Alors, webbook. Y aura-t-il des webbooks entrant dans eTop? Non, il n'y aura pas de webbook entrant dans eTop, mais il y a déjà l'API REST. Donc, d'une certaine manière, vous pouvez déjà le faire, ça. Quand on a fait tout à l'heure la démonstration avec Tulip, au final, Tulip, via son intégration des webhooks à lui, a appelé notre API REST. Donc, c'était un exemple. Notre pratique. API était leur webbook finalement. Enfin, leur webbook appelle notre API. C'est ça, le webhook c'est sortant. Donc, nous, l'API REST est entrante, donc il suffit de l'appeler. Et du coup, ça marche déjà depuis eTop de 3, de 4. Ouais. À partir de quelle version d'eTop seront intégrés les webhooks dans nos produits ou dans la version communautaire? Est-ce que l'on a déjà des dates ou des idées de roadmap? A priori, on va essayer, il y a toujours un risque, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit natif dans la version 3.0 d'eTop. Et normalement, puisqu'on vient de vous faire une démo sur un eTop 2.7, ce sera compatible avec un eTop 2.7, quasiment avec certitude, sous forme d'une extension, et peut-être, pour ceux qui n'auraient pas encore migré, un eTop 2.6. Non, ça c'est mort. Ce sera 2.7. Bah voilà. Donc ça sera 2.7. C'est la R&D qui parle. Non, c'est pour faire monter les gens un peu dans la version LTS aussi, pour être totalement transparent. La 2.7 étant LTS, ça fait du sens que finalement ces services soient aussi fournis sur cette plateforme. Quelqu'un a déjà développé des webhooks dans son coin. Cette personne a réalisé une action simple pour envoyer un message sur une queue RabbitMQ, que je ne connais pas. Quelles sont notre bibliothèque d'outils tiers que l'on a prévu de développer chez Combodo, si on le sait déjà? Pour être complètement franc, on va surtout déjà développer des webhooks pour les applications qu'on utilise nous, pour celles qu'utilisent certains de nos partenaires. Donc tout à l'heure on les a listés, il y avait Rocket Chat, Slack, Google Chat, Tulip, eTop forcément. Pour l'instant on partirait sur Mantis aussi, pardon, donc on partirait uniquement sur ça. Après on compte sur la communauté et sur nos partenaires pour nous renvoyer leur propre développement d'action et les intégrer au sein de l'extension. À terme, on espère aussi que du coup, les gens feront leurs propres intégrations, leurs propres classes d'action et qu'on les mettra directement à disposition sur le web. Comme ça, tout le monde pourra en bénéficier. Et d'ailleurs, juste une précision que j'ai oublié de dire pendant la présentation, notre intégration des webhooks, elle se base en partie sur quelque chose qu'a fait notre partenaire Itomig et qui nous a permis de le réutiliser pour en faire quelque chose de natif dans l'application. J'étends un peu la question. Est-ce qu'on envisage un webhook vers des ERP comme Dolibar? Tu as répondu en partie. Oui, je ne pense pas que nous on le fasse à titre personnel, enfin à titre Combodo. Oui. Maintenant, n'importe quel intégrateur ou en utilisant le webhook générique, du moment que Dolibar ou autre ERP aurait une API, ça sera faisable. Ok, merci. Merci. Alors, on va reprendre un peu de pédagogie ici, je pense. Les webhooks sont-ils capables de réessayer un appel si la première connexion a échoué? Non. Par définition du webhook, c'est je lance une bouteille à la mer et si les courants sont favorables, ils toucheront la côte en face. C'est ça, c'est ce que disait Axel tout à l'heure. Avec les webhooks, on a un petit peu capitalisé sur ce que font aujourd'hui les API de Case Exchange. Mais par contre, on n'a pas repris tout le système d'ordonnancement, de reprise en cas d'erreur, ce genre de choses. Donc pour toute cette sécurité-là, il vaut mieux partir sur l'API Case Exchange. Et question similaire, peut-on mettre les notifications de type webhook en asynchrone comme les notifications email? Oui, tout à fait. Pareil, on a capitalisé sur ce qu'on a fait avec les Case Exchange. Du coup, le mettre en asynchrone, en fait, l'idée c'est quand on fait une action, si le serveur en face met du temps à répondre, l'utilisateur il est suspendu dans son navigateur. Donc on peut décider de mettre ça de manière asynchrone et c'est le cron à ce moment-là qui les enverra de façon régulière. Ok, merci. Merci. Question Slack, webhook Slack. Donc dans les notifications Slack, peut-on gérer des droits différents sur les boutons en fonction de qui consulte le message sur Slack? Alors ce qu'on va être capable de faire, c'est pas forcément avec l'action Slack qu'on a déjà prédéfinie, mais dans la générique. Ce qu'on va être capable de faire, c'est en fonction de la personne qui envoie ou en fonction du canal Slack dans lequel on veut faire arriver le message. Dans une méthode PHP, vous pourrez faire absolument ce que vous voulez. Donc vous pourrez dire je mets tel ou tel bouton en fonction de si j'oriente mon message vers un canal développeur, vers un canal commerce ou autre. Ça répond à la question? Oui, je pense, oui.
Question un peu technique d'implémentation dans ETOP. Qui pourra bénéficier des webbooks? Faudra-t-il un profil particulier? Est-ce que je suis support agent, par défaut j'ai le droit au webbook? Ou comment on pense rendre la fonctionnalité accessible? Ouais. Je pense que par défaut, ça sera principalement pour les administrateurs. Parce que vu que c'est dans les notifications, ce sont eux en général qui les configurent. Maintenant, c'est ce qu'on essaye de faire avec les webbooks qui sont un petit peu dédiés à certaines applications, c'est que la configuration soit extrêmement simple, qu'ils n'aient pas à se poser de questions ou des considérations techniques. Qu'est-ce que je dois mettre dans mes en-têtes ou ce genre de choses? Je choisis 2-3 options et puis c'est bon, ça part. Donc je pense que là, la personne peut être plutôt admin fonctionnel. Après, quelqu'un de très technique pourra, lui, utiliser l'action générique et faire son développement à sa sauce. Okay, je pense que ça peut contenter à peu près tout le monde. D'accord. Alors, j'ai d'autres questions, mais en synthèse du webinaire, serait-il possible d'avoir une vue globale des différents cas d'usage et donc avantages, contraintes de chacune des méthodes d'interopérabilité, une fiche de synthèse un peu comme celle que tu as présentée à Axel à la fin dans un tableau ou un autre format? Oui, je pense qu'on s'en occupera. De toute façon, les webbooks vont sortir peut-être d'ici quelques mois. La communication sera faite à ce moment-là. Et si vous avez des questions sur l'une des deux applications un peu plus particulières que celles qu'on pose ici, n'hésitez pas à nous connecter, le service commercial. Ils réguilleront vers la R&D et vers le produit pour avoir plus d'informations. Bon, c'est pour l'instant tout ce que j'ai sur les webbooks. Merci. Merci Guillaume. Je vais revenir. Une question sur le CIB, pour le CIB, pardon. Émilie et Anne-Gaëlle, vous avez parlé de 429 organisations. Ça a surpris quelqu'un. Pourquoi autant d'organisations? Quelle était la cible? Est-ce que c'est des besoins de confidentialité? Pourquoi ce foisonnement d'organisations chez vous? Ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, les organisations ne souhaitent pas partager leurs tickets et leurs demandes, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, effectivement, on propose un panel de produits et de services assez large, et donc aujourd'hui, on a on avait 426 clients différents, et donc c'est en ce sens qu'on a utilisé les organisations pour tracer les clients. D'accord. Donc, confidentialité, clairement, et ségrégation des données. Oui, à peu près, ouais. Pas d'autres questions pour vous pour l'instant. Alors j'ai une question un peu longue, je vais vous la lire, on a le temps. Donc dans un but d'automatisation, scripting AD par exemple, voire d'interfaçage avec des tickets, il serait judicieux d'avoir uniquement les champs utiles, par exemple avec module ETOP Request Template, et ne pas demander un titre, une description qui ne seront pas forcément traités avec la bonne attention, voire inutiles. De tout intégrer dans le catalogue de services. Donc pourquoi ne pas faire appel à un autre type d'objet qu'un user request? Est-ce envisageable? La réponse est oui. Je pense que si je traduis à peu près, user request par défaut est une classe un peu complexe, avec pas mal d'attributs, des request templates, etc. Finalement, pourrait-on mettre en place un autre cycle de vie sur un autre type d'objet, et puis utiliser ces mécanismes d'API, de case exchange, de webhook? Alors oui, tout ce qu'on vient de vous expliquer avec Guillaume et moi-même, c'est applicable à n'importe quel type d'objet. Donc si le data model par défaut, qu'on ne modifie pas tous les jours parce qu'il y a je ne sais plus combien de milliers d'utilisateurs qui n'ont pas envie de faire des migrations complexes, ne vous convient pas, vous pouvez le customiser, l'adapter, le simplifier. Tous les mécanismes dont on vous a parlé vont fonctionner. Là, on vous a montré des exemples sur des éléments qui sont utilisés de manière classique, mais on peut simplifier tout ça sans aucun souci. Voilà. Vous pourriez créer un objet bug dans ETOP avec 3 champs et le transférer à Jira ou Tulip. Voilà, à voir. Là, on a essayé de réduire au maximum dans nos échanges, dans notre démo, le nombre de customisations et de paramétrisation du modèle. Et ça est en ligne avec le leitmotiv du produit ETOP qui est de rester le plus générique possible, c'est-à-dire que quand on fait une fonctionnalité, la R&D, le produit va faire en sorte que cette fonctionnalité soit applicable, jusqu'à un certain moment bien sûr, sur n'importe quel type d'objet.
Donc c'est pas parce qu'on l'a mis ici sur un user request que vous serez obligé d'utiliser des user requests. Si vous voulez câbler des changes ou des problèmes ou je ne sais quoi, vous pourrez très bien le faire. Une petite remarque sur les webhooks, c'est lié aux déclencheurs. Oui. Aujourd'hui, il y a des déclencheurs sur mise à jour, des déclencheurs sur création qui ne nécessitent pas de cycle de vie et de workflow. Les webhooks vont aussi fonctionner. Voilà, je pense que tout à fait. ça ne pose aucun problème. Donc il n'y a pas besoin de workflow pour faire fonctionner les webhooks. C'est un peu plus complexe avec l'API de Case Exchange. Exact. Question roadmap de nouveau. Ces webhooks et Case Exchange sont-ils disponibles sur les produits Combodo qui font donc appel à de la souscription ou seront-ils également disponibles sous une forme ou une autre pour la version communautaire? Si on les présente aujourd'hui, c'est que ça sera disponible pour la communauté, bien évidemment. Donc ça sera dans la communautaire, pour la 3.0 idéalement, et disponible sous forme d'extension pour la 2.7. Et du coup, forcément, inclus dans les produits également. C'est vrai que nous sommes dans un RIC et non pas dans un RIP. Juste point important, l'API Case Exchange, par contre, est une API spécifique, notamment de par sa complexité. Aujourd'hui, on a un modèle de support, non pas par rapport à la fonctionnalité, mais par rapport au nombre de systèmes connectés. Parce que ce qui est compliqué, c'est le support. Alors, le développer, ça a été compliqué, mais le maintenir, c'est encore plus sportif. Après, au niveau de l'API Webhook, l'API Webhook générique sera dans le produit communautaire et gratuite. Les webhooks spécifiques de certaines applications, ça sera décidé application par application. Oui, parce que l'idée qu'on avait aussi un petit peu avec ça, c'est que pour les webhooks, on va mettre à disposition gratuitement tout ce qui est, on va dire, la boîte à outils. Donc tout ce qui est les actions webhook, que ce soit la générique ou celle qui s'adresse à des outils spécifiques. Voilà. Par contre, après, vous voyez, quand on a fait l'intégration avec Tulip, on a fait des méthodes qui nous permettaient d'interpréter la réponse. On a ajouté des champs dans un objet. On a rajouté des transitions et des états. Peut-être par contre que tout ce travail-là d'intégration assez poussé, ça, ce ne sera pas disponible pour la communauté, mais ce sera plutôt une extension payante. C'est pas encore établi, c'est pas encore tranché, donc là-dessus, je ne peux pas forcément vous répondre. Mais le cœur de l'outil et de la boîte à outils, lui, sera gratuit et open source. Merci. Je fais le tour rapide des questions, mais celles-ci se tarissent. Donc, Axel, je pense qu'on... Eh bien, nous allons finaliser cette peut session. conclure, oui. Donc, nous espérons que nous avons clarifié comment s'interconnecter avec plein d'autres outils. Pardon, on va me couper le micro. Ouais, comme ça me revient pas dans l'oreille. Super. Donc, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Il va falloir vous poser quand vous voulez vous interconnecter avec d'autres outils pour savoir justement qu'est-ce qui est plus judicieux, l'API ou les webhooks. Je tenais à remercier Anne-Gaëlle et Émilie d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Merci à Sébastien de la société Enaline d'avoir été là. Merci aux présentateurs d'avoir été là, aux modérateurs d'avoir pris les questions, aux facilitateurs Alain et Alexia, et puis à tous nos collègues Combodo, parce que même si vous ne les voyez pas, ils sont tous là et ils nous suivent en direct lors de cet événement. Merci à vous, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes et on espère qu'on fera plein de projets d'interfaçage en janvier. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.